Bonjour, très heureux de vous accueillir pour ce quatrième épisode de mes causeries au coin du web. Aujourd'hui, je vais vous proposer de parler de légitimité et d'allégitimité du management, toujours en centrant mon propos sur le livre Apocalypse managérial. Alors, j'aborderai trois questions. La première, en quoi la Seconde Guerre mondiale a-t-elle relégitimé le management scientifique? Pourquoi le management de l'après-Seconde Guerre mondiale se reconfigure-t-il, précisément des années 50 aux années 90, sur un mode allant au-delà du légitime, d'où mon expression d'allégitimité? Et enfin, troisième question, faut-il voir en cela, dans cette évolution, un véritable changement de cosmologie? Et en quoi la métaphysique des images de Deleuze permet-elle de saisir ce trait important des apocalypses managériales? Alors, avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 30, il est évident qu'on assiste aux États-Unis, et vraisemblablement dans de nombreux autres pays occidentaux, à une crise profonde du management scientifique. Alors, on peut évidemment se souvenir du film Les Temps modernes de Charlie Chaplin, qui sort en 1936. C'est extrêmement intéressant. C'est un film assez critique, sarcastique, ironique sur le management scientifique ou plus précisément le travail à la chaîne. Voilà, il serait intéressant, et dans le cadre de cet épisode, je n'aurai pas le temps d'approfondir ces distinctions, il serait intéressant de bien distinguer le travail à la chaîne du management scientifique et du phénomène managérial tel qu'il se présente dans les années 30. Il y a des coïncidences, mais elles sont pas totales. Ce qui va m'intéresser essentiellement pour cette causerie, c'est le management scientifique. Alors, le management scientifique, pour être précis, euh, tout ce qui concerne l'activité de chronométrage, de l'activité de travail et d'optimisation dans le cadre de procédures qui sont prépensées et distanciées de l'activité, ce management scientifique est interdit dans les Navy Yards américains dans les années 20 et les années 30. Plus généralement, on peut constater une très forte contestation sociale du phénomène managérial aux États-Unis. Contestation par les syndicats, contestation par les universitaires. De nombreux travaux de sciences humaines et sociales commencent à élaborer une critique, à douter du management scientifique. Et évidemment, on va également trouver un certain nombre d'acteurs politiques ou philosophiques qui sont également contestataires de ce management. Dans le cadre de l'ouvrage Apocalypse managérial, j'ai notamment suivi le développement d'un acteur institutionnel qui est l'Academy of Management, qui naît à la fin des années 30. Et j'ai pu constater que l'Academy of Management, juste avant la guerre, doute très fortement du management et dans des questions qui sont existentielles, s'interroge sur les responsabilités, les contours, les pratiques du management. On est juste avant la guerre, même pour des acteurs pas encore au niveau universitaire complètement institutionnellement liés au management, on est dans une phase de doute existentiel assez forte. Et plus généralement, on pourrait dire que le management scientifique n'est clairement pas au plus perçu comme une solution à la crise. Ce n'est pas lui qui va permettre de faire perdurer le capitalisme. Et de la même façon qu'on doute des mécanismes d'autorégulation des marchés, on doute et on conteste le management scientifique. Alors, ce qui est véritablement frappant, c'est qu'avec la mobilisation industrielle américaine, donc qui commence en fait avant la Seconde Guerre mondiale, elle commence en fait dès le milieu des années 30, le management américain se fait patriote. On endure patriotiquement, jusqu'à les oublier, les effets secondaires du management scientifique, avec assez peu de contestation. Je reviens dans le livre sur un certain nombre de chiffres qui m'ont particulièrement surpris sur le nombre de morts
et de blessés dans les usines américaines, en particulier entre 1941 et 1945. Il y a 87 000 personnes qui meurent dans les usines américaines. Pour donner une idée de l'envergure de ce phénomène à mes auditrices et auditeurs, c'est à peu près un quart du nombre de soldats américains qui meurent sur le champ de bataille. Ce n'est pas négligeable. Mais c'est également un phénomène d'une ampleur certainement encore plus grande quand on s'intéresse au nombre de blessés. Il y a sur l'ensemble de la mobilisation industrielle à peu près 400 000 personnes qui souffrent de blessures handicapantes et un peu plus de 2 millions de personnes qui sont dans des situations qu'on appellerait aujourd'hui d'accidents du travail. Autrement dit, il y a plus de personnes qui sont blessées pendant la mobilisation industrielle américaine dans des usines que de personnes qui sont blessées sur le champ de bataille. Donc ça donne une idée de ce qui va s'intérioriser et de ce que, dans un premier temps, on pourrait appeler une légitimation d'un management qui se précise autour de l'idée de flux, autour de l'idée de projet, que j'ai eu l'occasion d'évoquer dans d'autres épisodes, sur notamment le premier épisode sur les apocalypses managériales et la précision du concept. Avec la Seconde Guerre mondiale, se met même en place une nouvelle géopolitique du management, avec au centre de cette géopolitique de plus en plus les États-Unis et un management américain. Et cette nouvelle géopolitique est indissociable de la rencontre entre management et digital. Le digital comme norme, comme infrastructure, va largement prolonger cette géopolitique et cette domination américaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater que, au-delà des années 40, et avec l'émergence des apocalypses managériales, on va passer progressivement d'une légitimation du management à une allégitimation par le management. De plus en plus, il devient en fait difficile d'isoler des acteurs et de phénomènes qui jugeraient. Voilà, le côté jugemental qui est souvent associé à un phénomène de légitimité, de légitimation, d'autorité, est de plus en plus difficile à identifier. Ça compte, ça glisse, et quelque part, tout passe au fil de l'écran et des navigations. Le digital est de plus en plus un flux continu, omniprésent, même dans son absence. Et on peut dire qu'en fait, rien n'est plus vraiment légitimé. Tout devient image, ligne de lumière, formant des images, ligne de fuite sur un écran, couvrant, recouvrant de plus en plus toute la surface de nos expériences. On entre finalement dans un monde de plus en plus deleuzien. Voilà, j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer les travaux d'un philosophe qui s'appelle Gilles Deleuze, particulièrement important pour mon ouvrage et un certain nombre de mes recherches. Deleuze parle dans son exploration du cinéma de l'importance des images. Il va vers une exploration très métaphysique du cinéma, fait d'images qui sont une véritable force. Elles s'entrechoquent, elles produisent tout un monde, et il distingue des images mouvements qui sont sensorimotrices, qui sont assez évidentes et typiques plutôt d'un cinéma de l'avant-Seconde Guerre mondiale, un cinéma moteur, un cinéma qui découpe des mouvements, et une temporalité qui est indissociable directement du mouvement lui-même. Et il évoque ensuite un cinéma peut-être plus indirect, en tout cas d'un point de vue temporel, qui lui va plutôt produire des images-temps, va suggérer le temps, notamment dans des différences, un certain nombre d'effets de profondeur. Il parle d'image-temps. Il me semble que le monde digital, le monde narratif, dans un sens à la fois textuel, auditif, mais aussi et de plus en plus visuel, est extrêmement constitué d'images-temps, de profondeur, qui sont liées au sein d'un même écran sur lequel glissent nos doigts et notre regard, d'une multitude d'images qui créent un certain nombre de profondeurs assez contrôlées. Alors parfois, des moments de délégitimation arrivent dans
navigation, des moments qui coupent le flux. Il n'y a plus vraiment une question, on pourrait dire, de légitimité ou de légitimation. Il y a en revanche, parfois et ponctuellement, dans ces coupes, des situations de délégitimation. Un sujet peut alors brièvement se former dans l'événement, dans les plis et les ruptures de cet événement. Mais pour l'essentiel, en tout cas dans la philosophie de Deleuze, notamment dans sa philosophie du cinéma, tout glisse, tout est emplacé par un processus cybernétique. Les agencements managériaux et les machines de guerre animent nos vies. Pour résister et combattre, il faut finalement à des forces qui agissent directement sur l'assemblage, comme assemblage affectif dans un monde qui est pré-subjectif ou asubjectif. Il faut aussi paradoxalement une forme d'abandon dans une douce et profonde rêverie. En tout cas, Deleuze ne nie pas la subjectivation, le fait que des sujets conscients, parfois intentionnels, puissent se former, mais il en fait un incident secondaire à l'événement. Et surtout, il n'en fait pas le cœur de sa réaction politique. Pour lui, c'est directement au niveau des images, des agencements, que j'ai envie de qualifier d'agencements managériaux, qu'il faut agir. Il faut être capable de produire des agencements, des contre-agencements. Et on a une vision assez différente de Deleuze, en particulier de Foucault, en particulier du dernier Foucault, qui va dans son éthique du soin, son exploration des attitudes à l'œuvre dans la modernité, va redonner une place à la subjectivité, la subjectivation, dans un rapport assez agonistique avec l'événement, et qui va suggérer que c'est la principale voie pour aller vers un monde meilleur. Donc, il y a, en particulier après 1976, une certaine divergence sur ce point entre Foucault et Deleuze, même si fondamentalement, ils partagent la même vision métaphysique. Avec Deleuze, comme avec la nouvelle cosmologie décrite ici, on est finalement plus loin que jamais du monde de Max Weber et de sa vision de la domination de l'autorité et de la légitimité, qui suppose finalement des acteurs, catégories d'acteurs, et une certaine forme de subjectivité qu'on peut considérer parfois comme préconstituée. Voilà, pour terminer, quelques ouvrages d'approfondissement. Bien sûr, les deux ouvrages Cinéma 1 et Cinéma 2 de Deleuze sur l'image-mouvement, l'image-temps. Et j'incite également mes auditeurs et auditrices à explorer l'ouvrage de Deleuze sur le bergsonisme. Voilà, les travaux sur la matérialité et la mémoire de Bergson sont extrêmement présents, extrêmement influents dans cette pensée. Et j'invite également mes lecteurs, mes auditeurs et mes auditrices à s'intéresser aux travaux de Charles Sanders Peirce sur le signe et la sémiotique, qui ont également fortement influencé cette pragmatique du signe qu'on retrouve dans les écrits de Deleuze sur le cinéma. Un grand merci pour votre attention et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires à l'adresse devojani@dauphine.fr. Merci beaucoup et à bientôt.